Le texte évoque la signification historique de l'indépendance de l'Ukraine et la manipulation de l'histoire par certains dirigeants politiques, notamment Vladimir Poutine. Il souligne l'importance de raconter l'histoire de l'Ukraine pour dissiper les zones d'ombre et mettre en lumière son héritage viking et son rôle dans la formation des États européens. Le récit inclut également l'évolution de Kiev en un centre du christianisme orthodoxe sous le règne de Vladimir Ier, soulignant l'absence de distinction entre les identités russes et ukrainiennes au Moyen Âge. L'article discute de l'histoire partagée entre l'Ukraine et la Russie, tout en soulignant les différences qui existent. Il mentionne que les habitants de la Russie ancienne n'étaient ni ukrainiens, ni biélorusses, ni russes modernes, se basant sur des éléments historiques et culturels communs. Cependant, après la chute de la Russie de Kiev, l'Ukraine a écrit sa propre histoire en étant associée à la République des deux nations. Pologne et Lituanie, durant une période significative. L'article aborde également l'influence polonaise en Ukraine, soulignant l'importance historique de cette relation. Il évoque l'expansion de la Moscovie, notamment sous Ivan le Terrible, qui a contribué à la naissance de la Russie moderne. Enfin, il mentionne la série télévisée ukrainienne Serviteur du peuple mettant en scène Ivan le Terrible, caricaturant les mythes historiques ukrainiens et russes. Les Russes et les Ukrainiens, bien que considérés comme un seul peuple par certaines personnes, ont des différences significatives qui ne sont pas nécessairement drôles pour les Ukrainiens, comme le met en scène le sketch montrant le terrible Poutine. Depuis des siècles, les Ukrainiens ont été confrontés à la question de l'autonomie ou de la dépendance, une question au cœur de leur histoire depuis les Cosaques ukrainiens du XVIIe siècle. Les Cosaques étaient un peuple d'aventuriers vivant le long du Dniepr, en conflit avec la noblesse polonaise. Le mouvement démocratique pour l'autodétermination de l'Ukraine trouve ses racines dans l'histoire des Cosaques et s'exprime notamment à travers des manifestations sur la place de l'Indépendance, Maidan, à Kiev. Les valeurs de liberté et d'autonomie des Cosaques ont profondément marqué l'identité ukrainienne. Cette quête d'autonomie a conduit à des révoltes contre la domination polono-lituanienne, notamment le soulèvement de 1648 mené par Bogdan Khmelnytsky. Malgré les implications religieuses et les violences qui ont éclaté, comme les pogroms contre les Juifs, ce soulèvement a marqué un tournant dans l'histoire de l'Ukraine. La rencontre de Pereyaslav en 1654 entre le hetman des Cosaques et le tsar russe Alexis Ier a eu des conséquences importantes, marquant le début d'une alliance qui a façonné l'histoire de la région. Le traité de protection du tsar stipule que les membres alliés doivent lui être soumis pour l'éternité, mais les interprétations divergent entre les Cosaques et les représentants de Moscou. Les Cosaques cherchent à garder leur autonomie malgré leur alliance avec le tsar de Moscou, tandis que ce dernier s'emploie à consolider sa domination. En 1954, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev cherche à apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine en commémorant le traité de 1654, symbolisant le choix des Ukrainiens de rester aux côtés de la Russie. Ivan Maspa, célèbre hetman cosaque, tente de défaire l'emprise russe en rejoignant brièvement la Suède, mais échoue lors de la bataille de Poltava en 1709. Sa trahison est perçue comme impardonnable en Russie. Sous le règne de Catherine II, l'autonomie des Cosaques est remise en cause par l'Empire russe, marquant le début de la domination russe sur l'Ukraine et la modernisation de l'Empire. Catherine II étend l'Empire russe en conquérant la Pologne, les pays baltes et la Crimée, imposant la langue russe et réduisant les paysans ukrainiens en servages. Cet extrait aborde l'histoire de l'Ukraine à travers les figures emblématiques telles que Catherine II et Taras Shevchenko. Catherine II, influencée par les idées des Lumières, cherche à centraliser l'Empire russe au détriment de la démocratie. En réprimant les Cosaques et en soumettant l'Ukraine au contrôle de Moscou, elle pose les bases de la modernité dans la région. De son côté, Taras Shevchenko, un poète majeur, se consacre à dénoncer la servitude du peuple ukrainien et critique Catherine II. L'Ukraine lutte pour sa liberté et son identité, malgré l'oppression russe qui interdit la langue ukrainienne. Les œuvres de Shevchenko restent des symboles de résistance et de lutte pour l'autodétermination. Le peuple ukrainien continue à se battre pour sa liberté face à l'influence politique de la Russie, avec les statues endommagées de Shevchenko devenues des symboles de la résistance. La ville de Lambert, située dans l'ouest de l'Ukraine en 1900, appartenait à l'Autriche-Hongrie. Le mouvement nationaliste ukrainien y prospérait, favorisant la culture et la langue ukrainienne.
Lambert était une ville multiculturelle où Polonais, Allemands, Juifs et Ukrainiens coexistaient pacifiquement. Des écoles et une université ukrainienne y étaient présentes, offrant un environnement propice au développement des idées pour une Ukraine indépendante. Après la Première Guerre mondiale, l'Ukraine proclame son autonomie, mais se retrouve confrontée aux influences russes et aux bouleversements politiques. Le haut pouvoir de Lénine en Russie bouleverse davantage la région. Malgré ces défis, une période de renaissance culturelle voit le jour dans les années 1920 en Ukraine, avec des artistes, cinéastes et écrivains ukrainiens de renom émergent. Cependant, par la suite, l'Ukraine deviendra une colonie et perdra en prospérité culturelle. Dans les années 1920, l'Union soviétique dirigée par Joseph Staline subit des changements radicaux suite au grand tournant lancé par ce dernier en 1929 pour accélérer l'industrialisation du pays. Pour financer ce projet, Staline décide de collectiviser la production agricole, privant les paysans de leurs récoltes. Cette politique draconienne entraîne une famine en Ukraine entre 1932 et 1933, faisant 4 millions de morts, appelée Holodomor. Ce génocide est longtemps resté tabou en URSS jusqu'aux années 80. En 2006, l'Ukraine le reconnaît comme tel, tandis que les historiens russes minimisent son importance. Cette période marque le début du stalinisme, ou de nombreux Ukrainiens sont victimes de répression, et des millions de citoyens de l'Union soviétique souffrent. En parallèle, des intellectuels et artistes ukrainiens sont persécutés et la ville de Lvov retourne sous le giron polonais en 1933. Un diplomate de Staline, motivé par la vengeance envers la famine ayant causé la mort de millions d'Ukrainiens, est arrêté et traduit en justice. Son procès attire l'attention mondiale. Le nationaliste ukrainien Mykola Lik, membre de l'OUN dirigé par Stepan Bandra, prône une Ukraine indépendante mais sans juifs ni communistes, se laissant inspirer par le fascisme en Europe. Lors de l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941, Bandra collabore avec les nazis et organise des pogroms contre les juifs. À la fin de la guerre, il reste à la tête de l'OUN et lutte contre les soviétiques jusqu'à son assassinat par le KGB en 1959. Bandra devient un symbole de nationalisme ukrainien utilisé par la propagande soviétique. Sa célébration actuelle est davantage liée à sa lutte contre l'Union soviétique et la Russie qu'à ses positions antisémites. Le plan d'extermination des Juifs par les nazis à Babin Yar, en Ukraine, a mené au massacre de milliers de personnes en septembre 1941. Les victimes, dont beaucoup de femmes, enfants et personnes âgées, ont été abattues et jetées dans un ravin. Ce tragique événement a été un des plus grands massacres de la Shoah en Ukraine, avec environ 150 000 victimes. Après la bataille de Stalingrad en 1943. Le Rouge a repoussé les Allemands et libéré l'Europe, y compris Berlin en 1945. Le régime de Staline a étendu le territoire de l'URSS, incluant l'Ukraine et la Crimée. Les autorités soviétiques ont manipulé l'histoire pour glorifier leur victoire, notamment en utilisant le défilé de la victoire. Le slogan « Nous pouvons recommencer » est devenu populaire en Russie, glorifiant la puissance militaire. L'annexion de la Crimée par Poutine en 2014 a ravivé la propagande nationaliste en Russie. La manipulation de l'histoire soviétique a créé un récit glorifiant la guerre et le régime communiste, occultant les millions de victimes et les crimes commis sous Staline. Au fil des événements historiques riches en rebondissements, l'histoire de l'Ukraine est marquée par diverses influences politiques et économiques, notamment de la part de l'Union soviétique. La Crimée, attachée administrativement à l'Ukraine pour des raisons pragmatiques, est un enjeu de développement économique et de puissance. Pour l'Union soviétique, des luttes pour les droits culturels et linguistiques émergent, notamment face à la russification croissante imposée par Moscou. La catastrophe de Tchernobyl en 1986, révélatrice des dysfonctionnements du système soviétique, marque un tournant dans la conscience civique ukrainienne et participe à l'affirmation de son identité nationale. En 1991, l'Ukraine proclame son indépendance, symbolisant la fin de l'ère soviétique et ouvrant une nouvelle ère pour le pays dirigé par des figures telles que Léonid Kravtchouk. Ce mouvement vers l'indépendance reflète les méandres de l'histoire de l'Europe de l'Est au XXe siècle et témoigne de la résilience et de la détermination du peuple ukrainien à se forger sa propre voie. Dans les années 90, en Ukraine,
un mouvement de restauration de l'identité nationale a émergé, symbolisé par les luttes pour la liberté et l'autodétermination. Des manifestations massives, telles que la Révolution orange en 2004 et les événements de 2014, ont montré la détermination de la société civile ukrainienne. Ce mouvement a permis aux Ukrainiens de redécouvrir leur histoire après la chute de l'Union soviétique, les rapprochant de l'Europe et affirmant leur identité européenne.